Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première séance du colloque sur mai 68. L'affirmation qui est le titre, notre titre, se pose comme une question. Tout est politique avec un point d'interrogation. Il y a un doute, un peu de rhétorique aussi. Et pourtant, c'est la question décisive puisqu'elle reconnaît dans la politique le discours dominant des années 60 et 70. La question de la politique est familière à mes origines grecques, à mon âge aussi, qui a vécu les effets de mai 68 et ma condition d'architecte formée entre la Grèce de la dictature et la France des nouvelles ouvertures. Je vais commencer par le mot « politiki » en grec, qui prend son sens dans la polis, la cité, une structure sociale de cohabitation organisée sur la base de règles communes, on dirait des lois, et de gouvernance par la collectivité elle-même, sur un principe d'égalité et de liberté. Cette unité des hommes, de leur monde bâti, et de leur gouvernance collective que nous appelons politia, mot toujours vivant dans notre langue moderne que traduit en français la République, est la raison de tout discours sur la communauté de la cité, ce discours étant décidément politique, et même plus, une manière de penser l'unité de la cité, celle des hommes, du bâti et de la gouvernance, que sont la politia. C'est une philosophie politique. Entre la République de Platon et les politiques d'Aristote, il se fonde tout un monde qui est encore le nôtre, qui pense à la fois à l'état présent des choses, la réalité, et leur état futur, la prospective politique, qui appartient aussi à l'utopie. Cette république idéale, la plage sous les pavés, le rêve de l'impossible, la prospective de la libération de l'être de sa condition sociale, c'est une pensée politique par excellence qui fut énoncée pour la première fois de manière tellement claire et radicale, et j'oserais dire familière à l'esprit libéral de notre mai 68, dans la République de Platon. Il va sans dire que la gestion de la ville, celle des hommes et de leur bâti, appartient à la politique. Et c'est pourquoi Périclès s'intéresse à la manière de bâtir les villes, à cette poléodomia que vous appelez urbanisme ou town planning, demandant à Hippodamus de penser et de mettre en place une ville, celle du Pirée, une ville sur le plan de laquelle était marquée la structure politique de la société. Ce réalisme a trouvé son pendant utopique dans la cité fondée entre ciel et terre par Aristophane, la cité des nuages, Néphélocoquillia, où se réunissaient ceux qui contestent le terre-à-terre, un poète, un devin, un géomètre, un marchand de décrets. Poli, politia, politiki, polyodomia. De la cité à la ville, de la politique à la république, on passe à l'urbanisme sur une seule et même racine qui traite à la fois des réalités et des utopies de notre collectivité citadine. Mais bien sûr que tout est politique. Il nous reste de mettre en jeu l'architecture. Cet art sous-estimé par Platon, quoique honoré par Périclès, qui réalise la maison des hommes et de leurs instances politiques où siègent les éléments constituants de la cité. Le passage de l'efficacité à la politique et le passage de la technique à la science, pensée concertée du réel qui met en œuvre le changement, et finit nécessairement à la révolution. Bâtir la maison, c'est aussi bâtir la vie, celle des hommes,
qui voudraient s'envoler comme les oiseaux pour vivre entre la terre et le ciel dans un monde de rêve, dans une nouvelle cité impossible. Comment réussir à bâtir ce monde impossible sur la base de quelle formation et de quel enseignement? Si tout est politique, l'architecture aussi, dans la manière de penser la vie, dans la manière de penser la ville, de rêver. L'enseignement de l'architecture et de l'urbanisme devient nécessairement un chantier politique, le chantier d'un grand changement dans la pensée du réel qui devrait être en mesure de le changer. Mais 68 a réclamé ce changement. On en a déjà parlé dans les écoles d'architecture en France du moins, et nous connaissons bien les impacts et les mutations dans l'enseignement des années suivantes. Qu'est-ce qu'il en a été en dehors de la France, et même loin, sur d'autres continents? Il y a eu des vagues, dont certaines se réclament du printemps parisien, mais d'autres ont aussi bouleversé les instances académiques de l'architecture et de l'urbanisme sans être liées au feu de Paris. Nous allons suivre dans les séances qui suivent, à commencer par celle-ci, des contributions nombreuses sur ce thème, et je pense que nous serons en mesure de conclure demain soir que l'âge 68 a été l'âge d'une remise à neuf de la pensée sur la ville, de cette unité des hommes, de leur bâti et de leur gouvernance qui a commencé par l'envol au nuage. Vous auriez peut-être voulu savoir ce qu'il en a été en Grèce après 68 dans l'enseignement de l'architecture. La situation a été vraiment politique en Grèce en ce moment-là, mais dans le sens d'une autre crise. Le printemps grec des années 60, qui promettait le changement dans l'architecture et la vie sociale, a tourné mal en avril 67 par l'avènement de la dictature des colonels. L'impact de mai 68 n'a pas été direct, et nous avons peu appris à l'époque sur les idées et les faits du printemps parisien. Il a fallu attendre 73 pour voir les universités grecques agir en force, comme ce fut le cas au Polytechnique d'Athènes. Les étudiants ont réclamé la politique, voire la république, dans la cité d'Athènes. Mais ils ont réclamé la cité des nuages aussi. La chute de la dictature a permis l'envol des idées nouvelles et les mutations dans l'enseignement de l'architecture à l'initiative des étudiants eux-mêmes. Jusqu'en 1978, quand je suis arrivé à Paris pour relancer mes expériences athéniennes, des profs avaient été obligés de quitter l'école. La structure du cursus et les relations entre étudiants et enseignants étaient réformulées. La politique était partout, dans l'enseignement du projet et dans la pensée architecturale, dans la gouvernance de l'école et dans le rôle qu'elle a voulu assumer dans la vie de la cité et la perspective du changement dans la démarche urbaine. La condition postmoderne était déjà annoncée, mais elle était secondée par l'esprit politique de mai 68. Le français a resté notre langue préférée et les sciences humaines avaient dominé la pensée architecturale. Ce fut dans ce cadre que j'ai été amené à traduire en grec en suivant l'impulsion d'une nouvelle génération d'enseignants, le droit à la ville de Lefebvre et les écrits sur la ville des situationnistes avant même de conclure mes études. L'esprit 68 avait gagné ses racines dans la pensée politique sur la ville et l'architecture au sein du Polytechnique d'Athènes. C'est le moment pour lancer notre première session. Je vais donc inviter nos intervenants, à commencer par Alessandra Ponte. Alessandra Ponte, vous êtes où? Voilà. Venez. Alessandra Ponte qui va prendre la parole en première est professeure à Montréal et elle est d'origine vénitienne. Elle connaît bien l'Institut universitaire de Venise et va nous parler des luttes continues en Italie pendant les années 68 et après.
merci. Comme... Ah, merci. Merci. C'est très intéressant d'être ici. Merci pour l'invitation et merci pour m'offrir une nouvelle occasion de parler enfin encore une fois, d'essayer de parler encore une fois de mes expériences avec Tafuri, Manfredo Tafuri, cette grande, ce monument. Et toutes les fois que je l'ai essayé avant, c'était un désastre. Alors, on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Alors, c'était mon maître. J'ai étudié à Venise dès 1974 et j'ai complété mes études, mon diplôme professionnel en architecture, mais avec une thèse en histoire de l'architecture. C'était possible à l'époque, en 80. J'ai changé mon titre, comme vous voyez, et ça c'était dans ma première version du titre. J'ai mis Istituto Universitario d'Architettura di Venezia 74-80, très autobiographique, les années de mes études. Là, j'ai changé. Et c'est un titre en deux parties. Et les premières, c'est une citation, les mai 68 italien, c'est les 1977. D'où vient ce titre? Ça vient de François Dross, qui vous voyez là, le titre en bas. C'est une biographie croisée de Deleuze et Guattari, sortie en 2007. C'est eux qui prononcent cet jugement, qui en effet, les vrais 68 s'est passé en Italie en 77. Et en effet, Guattari était, comme je vais montrer, il a participé d'une manière très active à ce qui s'est passé en Italie à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie et l'épicentre de ce qu'on appelait à l'époque les movimento, les protestes des étudiants, c'était Rome, Bologne et Milan, pas tellement Venise, mais tout qu'est-ce qui s'est passé, c'est des événements plutôt dramatiques et très importants pour nous à l'époque, trouvent des reflets très clairs dans les débats à Venise, dans l'école d'architecture de Venise, qui était une école contrôlée complètement par les partis communistes, très important de le dire. Et en particulier, qu'est-ce qui s'est passé dans les départements d'analyse critique et histoire de l'architecture, qui était renommé. En effet, Tafuri est arrivé à Venise en 67. Il a repris la direction de l'Istituto di Storia dell'Architettura, l'Institut d'Histoire de l'Architecture, qui était dirigé par Bruno Zevi. Tafuri arrive en 67, il participe au 68, etc. Et en 76, il renomme cet Istituto d'Histoire de l'Architecture en département d'analyse critique et histoire de l'architecture. En effet, il est en train de mettre en place son projet de redéfinition de ce que c'est l'histoire de l'architecture. La théorie de l'architecture, ça arrive après ces deux grands livres qui sont sortis, Théorie et Historia, Théorie et Histoire de l'architecture, et l'autre projet est Utopie, les grands livres de la première partie de la carrière de Tafuri. Et c'est tout un groupe de profs qui sont en train de travailler sur cette redéfinition de qu'est-ce que c'est l'histoire de l'architecture, pourquoi on fait l'histoire de l'architecture, c'est quoi la critique, c'est quoi l'analyse de l'architecture. Ça s'est passé en 1976 et l'image que vous voyez, c'est l'Aula Magna, le grand amphithéâtre. Oui, les grands amphithéâtres des Tolentini, que c'était le siège le plus important de l'école d'architecture de Venise à l'époque, où, je viens de revenir sur cette image, c'est très intéressant, où en 1977 exactement, a lieu un colloque qui va être publié sous le titre de Il dispositivo Foucault, le dispositif Foucault. Participants sont Massimo Cacciari, Franco Rella, Manfredo Tafuri, Georges Tessot. Publié par l'édition de l'école d'architecture, de la faculté d'architecture de Venise. Ce colloque s'est tenu dans cette Aula Magna, qui était inauguré et refait par Carlo Scarpa,
qui enseignait à Venise à l'époque. C'était un ex-couvent, c'était le réfectoire du couvent qui était refait par Carlo Scarpa d'une manière très raffinée à la Carlo Scarpa et inauguré en 1975. Là, l'image que vous voyez, c'est 1977 et c'était inauguré par Carlo Aimonino, qui était les doyennes à l'époque, les nouveaux doyennes à l'école, membre du Parti communiste, et inauguré, et 2 ans après, toute cette très belle salle, l'amphithéâtre, le grand amphithéâtre, était redécoré pendant une occupation générée par qu'est-ce qui s'était passé au printemps à Bologne, des manifestations et des étudiants tués par la police. À l'époque, Bologne, je vous rappelle, à l'époque, c'était une des villes rouges d'Italie. Les étudiants tués et les manifestations qui se passent à Venise, à Rome, un peu partout, pour manifester sur la répression de la police de la ville rouge de Bologne. Et l'occupation à Venise, dans l'école d'architecture, provoque cette redécoration du grand amphithéâtre. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Surtout, c'était intéressant de voir cette citation de Gramsci, qui était très important. Justement, vous pensez toute cette école qui était gouvernée par des membres des partis communistes. En plus, je vous rappelle que les participants au colloque, en effet, sur Foucault, voilà, Massimo Cacciari, c'était membre du Parti communiste, Franco Rella, membre du Parti communiste, Manfredo Tafuri, membre du Parti communiste italien. Georges Tesson n'était pas membre du Parti communiste italien, c'est le seul qui parle effectivement de Foucault dans cette colloque. Alors, cette école où on met dans les grands amphithéâtres cette citation de Gramsci, istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza, ça veut dire en français formez-vous parce qu'on aurait besoin de toute votre intelligence. Là, intelligence, le mot intelligence est barré. Et on met mira, qui en italien, ça veut dire on a besoin de gens qui sont capables de tirer, de bien tirer, de bien user des pistolets. Alors, c'est quoi et vous voyez aussi, tout était décoré avec des images comme ça. Qui représente une autre partie. Alors, c'est évident que cette correction de la citation de Gramsci venait des areas de l'autonomia, ce qu'on appelait l'autonomia. C'était des militants qui proposaient à l'époque la lotta armata, la lutte armée. Et l'autre côté du mouvement, l'autre aile du mouvement, qu'on appelait l'aile créative, et que c'était autonomer les Indiens métropolitaines, qui proposaient une autre forme d'autonomie qui, voilà, on est toujours dans les grands amphithéâtres, et encore dans les grands amphithéâtres, je ne sais pas si vous voyez là, ça c'est Marx avec des plumes sur la tête et des autres images de cette transformation des Indiennes métropolitaines qui contexte oui, qui veut transformer et contexter et critiquer surtout l'héritage marxiste, léniniste qui avait dominé jusque-là. Alors, vous avez là, dans cette image de l'Aula Magna, l'image un peu en général de qu'est-ce que c'était les mouvements en 77. Alors, d'un côté, l'autonomie militante qui veut la lutte armée, de l'autre, l'aile créative qui suit toute une autre chose. Et qui propose plutôt, et là, c'est là qui arrive, qu'est-ce qu'ils sont en train de lire? Ils sont en train de lire Deleuze et Guattari, plutôt que Marx et Lénine et les autres. Et ils pensent ils pensent plutôt au désir, à la libération, à ce que, en effet, Guattari va appeler la révolution moléculaire. Alors, vous avez une école d'architecture contrôlée par tous les profs sont plus ou moins communistes. Les réunions des facultés
On les tenait au siège du Parti communiste de Venise. Par contre, les étudiants, et ce n'était pas qu'à Venise, les étudiants réagissent de manière violente, en effet, contre la politique du Parti communiste de l'époque. Là, ça commence en effet à Rome. Là, vous êtes à Rome. Ça, c'est un épisode très important et très connu. Février 1977, la cacciata di Lama. Lama, c'était le secrétaire général du syndicat de la CGIL. Ça veut dire les grands syndicats très, très puissants du Parti communiste, qui s'y présente, et il doit se sauver. Il se présente à la Sapienza à Rome, où il y avait aussi une très grande école d'architecture. Il faut aussi penser que la Sapienza à Rome, je pense qu'il y avait 15 000 étudiants en architecture à l'époque. Venise, c'était plus petit, il y avait 9 000 étudiants en architecture à l'époque. Ça, c'était l'échelle des choses, c'était l'université de Massa. Alors, vous avez les secrétaires du Parti communiste qui se présentent à Rome, à la Sapienza. Ils viennent chasser et la police doit intervenir. Et ça, c'était les climats qu'on voit, facoltà occupata, la faculté occupée, et fuori baroni rossi, bianchi, neri o a pallini. Ça veut dire dehors les barons rouges, blancs, noirs ou à pois. Alors, c'était quoi les barons rouges? On peut dire que Tafuri, on considérait Tafuri, les barons rouges sont les profs à l'université qui sont membres plus ou moins de la gauche du Parti communiste. Alors, on peut dire que Tafuri, comme Carlo Aimonino et comme tous mes profs de l'époque, étaient considérés des barons rouges, qui en effet répliqués dans une autre manière. Ça, c'était la vision des étudiants, comme j'étais à l'époque, répliqués d'une autre manière les agissements du pouvoir, présentés comme de gauche. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Débat entre dès l'époque. Vous voyez, ce sont tous des titres des livres qui sortent entre 76 et 77. Vous avez Mario Tronti, qui appartient au Parti communiste, il va sortir après, qui commence à parler titre de l'autonomie du politique. Antonio Negri, tout le monde est très familier avec Antonio Negri, mais qui à l'époque aussi en train de discuter sur une discussion sur l'autonomie ouvrière et les compromis historiques. Et Massimo Cacciari qui écrit Crisi à l'époque, Crisis, un essai sur la pensée négative de Nietzsche à Wittgenstein, mais c'était aussi un texte sur l'autonomie. Alors, tout le monde est en train de débattre sur cette notion d'autonomie. Ça sont tous. Negri va sortir du Parti communiste. Mario Tronti, ils sont en train, en effet, de discuter. Ils sont en train de réaliser qu'en effet, la classe ouvrière n'existe plus, qu'on doit redéfinir qu'est-ce que c'est la lutte des classes, et tous les débats, qu'est-ce que c'est la politique à cette époque, et tous les débats, ça s'est fait autour de cette notion d'autonomie qui est déclinée d'une manière très différente par Tronti, Negri et Cacciari. Negri va partir avec autonomie operaia, en effet, pensant qu'on doit sortir du Parti communiste et trouver une autre forme du discours sur ouvrier et sur la lutte des classes. Et en effet, là, c'est très clair, il faut le dire. Lui, il était pour la lutte armée, Tony Negri, qui était ami de Cacciari, qui par contre propose plutôt de rester dans le Parti communiste et d'opérer à l'intérieur du Parti communiste. Mario Tronti aussi, mais il pense qu'on doit trouver une autre solution. Quand même, tous ces discours sur l'autonomie va rentrer, et c'est très intéressant, et c'était très mal compris par tout, je dirais, la culture nord-américaine, quand ils ont repris les discours de Manfredo Tafuri sur l'autonomie de l'architecture, ils n'ont pas compris, je parle de Peter Eisenman ou Michael Hayes, ces gens-là, ils n'ont jamais compris d'où venaient ces discours sur l'autonomie proposés par Tafuri à propos du discours de l'architecture, mais elle venait exactement de ce débat qui avait lieu dans les politiques sur la question de l'autonomie.
et sur le discours de comment il faut redéfinir l'autonomie dans les discours politiques. Je reviens, ça c'est des images des Roms, vous voyez c'était très violent, les rencontres et luttes avec la police. Alors il y avait cette côté lotta armata, la lutte armée, et de l'autre côté, ce mouvement qu'on appelait créative. Et ça, c'est un des personnages plus intéressants qui... et ce côté créatif, les Indiens métropolitains, qui étaient inspirés en effet par les surréalistes, les situationnistes, qui proposaient des choses comme ça. Air de Bologne, ça c'est évidemment inspiré par Duchamp, ces gaz lacrymogènes. Et ça c'est, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est évidemment c'est une citation de, ça cite l'ordre du discours, c'est en référence à Foucault. L'ordre du discours et encore des images de l'époque, et sont toutes des constatations. Ça c'est bon, ça c'est potere dromedario plutôt que potere operaio, c'est pouvoir ouvrier. C'était une des organisations qui était sortie du mai 68 italienne et d'issue en 76. Où rendiamo chiare le botteghe oscure. Les botteghe oscure, c'est les magasins sombres, c'est les noms de la rue du siège du Parti communiste à Rome. Il dit il faut éclairer l'obscurité du Parti communiste, etc., etc. C'est toutes des contestations, en effet, du Parti communiste. 77, c'est... l'année quand ils sortent la première version de la révolution moléculaire de Guattari, plusieurs fois révisée. La dernière version, ça sort en 80. J'ai mis les deux couvertures. Tout ça arrive en Italie très vite, mais la chose qui est très intéressante, dans les versions révisées de la révolution moléculaire, qu'est-ce qui rentre? Ils sont plusieurs commentaires sur qu'est-ce qui s'est passé en 77, en effet, en Italie. Où Guattari était présente à les grandes manifestations de l'époque. Et c'est Guattari qui comprend, en effet, qu'est-ce qui se passe en Italie à l'époque comme une image et la réalisation de la révolution moléculaire qui, lui, il proposait. Alors, pourquoi? Là, ce sont des images des grandes manifestations à Bologne. Alors, c'était quoi ce mouvement de 77? Vous avez d'un côté, eh bien, oui, la lutte armée, voilà, c'est des gens comme ça. Mais de l'autre côté, vous avez les féministes qui sortent et je n'ai pas l'image, mais c'est les grands moments où vous avez les gays et les homosexuels aussi qui commencent à manifester en public. En effet, ce sont des individualités multiples. Ce n'est plus la lutte des classes. En effet, c'est ça que le discours est en train de se déplacer, mais c'est plutôt les désirs, les individualités multiples, les personnalités. Alors, tout un autre discours sur qu'est-ce que c'est la politique, en effet. C'est des nouvelles politiques qui sont en train de se mettre en place, qui sortent. Encore une fois, deux oppositions sont toutes des images de manifestations à Bologne. Là, vous avez les créatifs d'un côté et Autonomia Operaia, autonomie ouvrier, que comme vous voyez, ils sont en train de faire les signes magiques. À l'époque, on appelait la P38, ça veut dire la P38, c'est les pistolets utilisés par les brigades rouges. Ça sont des images de la grande manifestation, la plus importante des manifestations qui se passe en septembre 77. C'est les grands 3 jours des protestes contre la répression, exactement les étudiants qui étaient tués par la police au printemps dans la même ville, à Bologne. Et des grands noms participent à cette italienne et française. Mais Guattari était là, moi j'étais là. J'ai passé les 3 jours à Bologne dans cette grande colloque. Grande manifestation. Il y avait Umberto Eco, il y avait comme des ateliers, des discussions partout, jour et nuit.
Là, vous avez l'expression du mouvement créatif. Mais dans cette ville communiste, dirigée par Zangari à l'époque, avec tous les communistes qui étaient fermés dans les maisons et qui ont laissé la ville, ils ont donné espace à cette manifestation qui, en effet, c'était une manifestation contre le communisme d'une ville rouge. Entre parenthèses, c'est ça qu'on étudiait à l'université à l'époque, parce que qu'est-ce qui se passait à Bologne? Bologne, c'était un des exemples très importants de la restructuration du centre historique des villes à l'époque. C'était les grands débats, c'était Urbino, Bologna, c'était aussi Turin en partie. C'est ça qu'on étudiait dans les cours des projets, la restructuration du centre historique des villes. Et Bologne, c'était un des exemples. Et ça, c'était les moments finaux de des 3 jours à Bologne en septembre, où Guattari était présente. Elle était saluée comme les messiahs, comme les dieux qui s'est passé, et qui la nouvelle représentation de que la lutte, comme la lutte se doit transformer. Alors, tout ça, c'est le climat en Italie, où cette colloque sur le dispositif Foucault est organisée. Par qui? Par Franco Rella. C'était qui Franco Rella? C'était un philosophe invité à enseigner à Venise par Massimo Cacciari, autre philosophe, comme formation. Massimo Cacciari, c'était un de mes premiers cours à Venise. Il avait les cours d'esthétique et Franco Rella va reprendre les cours d'esthétique de Massimo Cacciari. Et en effet, mon cours d'esthétique 1974 à Venise avec Massimo Cacciari, c'était sur les piano 80, ça veut dire les plans de développement de Porto Marghera. Porto Marghera, c'est la partie industrielle de Venise, et ça, c'était les cours d'esthétique proposés par Massimo Cacciari. Alors, Massimo Cacciari, que c'est le pensiero negativo, etc., va inviter Franco Rella à Venise. Qui arrive en 1975. Et c'est Franco Rella qui organise cette colloque sous Foucault. Alors, le titre, c'est quoi? Il dispositivo Foucault. Foucault venait de définir qu'est-ce que c'est un dispositif. Et en effet, donner un titre comme ça, il dispositivo Foucault, et je ne sais pas si vous êtes, j'imagine que vous connaissez qu'est-ce que c'est la définition des dispositifs en Foucault. C'est les dispositifs du pouvoir, la manière d'opérer du pouvoir. En effet, c'était accusé Foucault d'être un dispositif de pouvoir lui-même. Alors, c'est quoi cette colloque? C'est la réponse, en effet, c'est pas qu'un colloque sur Foucault. C'est un colloque aussi, Foucault est complètement associé à Deleuze et Guattari. Et 17, c'est aussi la date des sorties de 2 textes très importants. La microphysique del potere, c'est une série de textes de Foucault, sortis par Einaudi, et la traduction de l'introduction à 1000 plateaux de Deleuze et Guattari sur Rhizoma. Et qui sont, en effet, cette colloque, et ça correspond aussi à 2 textes sortis dans les mêmes années par Massimo Cacciari, Pensiero negativo, la pensée négative et rationalisation, et Franco Rella, la critique freudienne. C'est les mêmes années. Et en effet, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez Massimo Cacciari, Franco Rella, qui sont, comme dire, Franco Rella, c'est travailler sur... C'est comme la triade, et c'est la triade suivie par Franco Rella, Cacciari et Tafuri. À l'époque, c'est Nietzsche, Marx, Freud. C'est ça les 3 grands monuments sur lesquels il faut travailler, qui sont en effet critiqués, attaqués, comme on peut bien comprendre, cette triade Nietzsche, Marx, Freud, et par Foucault et par Deleuze et Guattari. Entre autres, et c'est ça, et en effet, ce dispositif Foucault, à part les textes des...
Oui, j'ai presque fini. Hein. À part les textes de Georges Teyssot, que c'est vraiment sur les hétérotopies et sur une lecture très précise de la pensée de Foucault, les autres sont attaques systématiques aux thèses de Foucault et de les Guattari sur le pouvoir. Et en effet, c'est la réponse des intellectuels italiens et de l'école de Venise, en effet, à la pensée qui est arrivée de France et qui, en effet, intéressait les étudiants. Les étudiants étaient du mouvement, comme moi. Nous, on était en train de lire Deleuze, Guattari et Foucault. Et aussi, autre chose, Franck Aurel a travaillé sur Freud, mais nous, on était intéressés plutôt par Lacan. Alors, il y avait comme complètement des clashs entre qu'est-ce qui s'était proposé. C'est un moment très complexe. On était complètement fascinés par ce qui s'est passé dans cet département d'histoire, analyse et critique de l'architecture. C'était très intéressant. On comprenait l'importance de la chose, mais en même temps, c'était très critique la position des étudiants et pas tout à fait clair. Cette même année, ça commence les cours de Tafouri qui va aboutir. Tafouri faisait toujours ses cours, il était en train d'écrire un livre quand il faisait cours, et en effet, les cours qu'il fait en 77-78, c'est sur la Grande Vienne, et qui va devenir Vienna Rossa son livre sur Vienne la Rouge. Et j'ai suivi cette cours et à côté, il y avait obligatoire un séminaire de Franck Aurel sur Sigmund Freud, analyse terminée et analyse interminable, que c'était justement les grands textes de Freud qui étaient proposés comme méthode et outil d'analyse historique. Rella et Tafouri à l'époque essayaient de travailler, d'utiliser la méthode freudienne comme méthode d'analyse historique dans l'histoire de l'architecture. Et bien sûr, c'était... Mais alors, la position de Tafouri, quand même, à cette époque-là, et là, parenthèse un peu personnelle, Tafouri était en train de traverser un moment de crise personnelle et politique. Il était en train de faire sa deuxième psychoanalyse freudienne. Et ces cours, en effet, s'est passé comme des grandes sessions psychanalytiques avec les étudiants. Ça, c'était l'atmosphère à l'époque. Et tout dans ce climat épouvantable qui se termine, en effet, mai 78, on était au milieu de cette cour avec Tafouri, et cette séance de psychanalyse et politique pendant ces cours. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Aldo Moro, les Brigades Rouges vont kidnapper d'abord et après tuer Aldo Moro. Comme réaction à ce qui s'est passé à cette politique que les partis communistes étaient en train de faire, qu'est-ce qu'ils appelaient les compromis historiques avec la démocratie chrétienne. Ça, c'est la réponse des Brigades Rouges et de la part de l'autonomie opéraia, de la partie du mouvement qui était pour la lutte armée. Et là, tous les mouvements dès 77 ça, c'est la crise totale et ce dernier moment d'espérance dans la politique italienne qu'on pensait d'avoir, ça va être complètement tué. Et la vraie fin de ce moment, que j'ai vécu encore une fois d'une manière assez personnelle, qui a daté même plus que l'assassinat d'Aldo Moro, c'était ce qu'on appelait la strage de Bologne, qui 85 personnes étaient tuées par une bombe à la gare de Bologne le 21 août 1980. Et moi, je suis entrée dans la gare de Bologne pour aller en vacances avant de terminer mes études, 2 heures après l'explosion de la bombe.
Je vais terminer avec une hypothèse, mais alors là, il y a 3 générations formées à l'école de Tafuri. La première génération, c'est Massimo formé autour de Tafuri. Vous trouvez les noms de Marco De Michelis, de Francesco Dalcò, sont tous des membres du Parti communiste. Une deuxième génération, que c'est un peu la génération perdue, et c'est moi, c'est cette période-là, les années 70, qui regarde ce qui se passe avec notre maître, qui font tout partie du Parti communiste, et nous qui on regarde de l'extérieur d'une manière assez critique, comme j'ai essayé de démontrer, et une troisième génération qui partent et qui suivent Tafuri sur ses études sur la Renaissance. À un certain moment, Tafuri, et je pense que c'est complètement lié, il abandonne tout, ou presque abandonne l'écriture sur les avant-gardes, les utopies, et même en partie l'architecture contemporaine pour se mettre à étudier la Renaissance. Et en effet, dans les années 80, il commence même à dire, pendant ses cours, il citait la date de la mort de Raphaël, il disait 1516, si je me rappelle que 1500, oui. 1516, mort de Raphaël, c'est la mort de l'architecture. Et je pense que ça correspond exactement à la conscience de Tafuri, qu'en effet, c'était la crise la plus totale, c'était ce moment dramatique où exactement des conflits entre les mouvements, ce qu'on appelait les mouvements de contestation du 77, et cette confrontation avec les partis communistes et la crise totale et l'impuissance démontrée par les partis communistes dans la gestion du social et de la politique en Italie. Alors c'est vraiment le désastre, the failure de ce projet qui va amener Tafuri à se retranscrire, à se retirer sur la Renaissance. J'arrête ici. Donc, la question, en fait, c'est qu'est-ce que l'effet de mai en architecture et qu'est-ce que je peux dire de la situation à l'Université technique de Berlin. Quand nous regardons les archives qui se trouvent à l'Université technique de Berlin, nous trouvons de nombreux rapports, par exemple, de l'occupation de la faculté d'architecture. Il y a un rapport que j'ai trouvé qui date de 12 décembre 1968 qui parle justement de l'occupation de certaines Lehrstühle à l'Université technique de Berlin. Nous savons également qu'à l'époque, il y avait de nombreux groupes gauchistes à l'Université technique de Berlin qui se chevauchent. Certaines commencent plutôt vers le 68, d'autres prennent le relais. Le relais dans les années 70, par exemple, il y a ce groupe marxiste-léniniste MLH Bau qui est actif notamment à partir de 72. Il y a aussi le Rote Zellebau, disons de cellules rouges dans le département de l'urbanisme, etc. L'image que j'ai montrée ici, c'est la fameuse conférence internationale de Vietnam qui, nous devons rappeler, a eu lieu justement à l'Université technique de Berlin les 17 et 18 février 1968 et qui était suivie le 18 février par une manifestation justement à Berlin. Donc tout ça, c'est un peu pour dire à quel point en fait l'Université technique de Berlin était aussi le centre de mouvements politiques qui se passaient à ce moment-là en Allemagne. Nous avons ici, dans le contexte des archives que j'ai regardées, effectivement, il y a eu la transformation d'enseignement architectural. Bien sûr, nous sommes ici dans un contexte assez différent de la France, c'est-à-dire nous sommes à une université technique, mais dans les archives, on trouve certains thèmes, comme par exemple la critique de la figure de l'architecte en tant qu'artiste, qui d'une certaine manière ressemble au contexte français.
Ce qui est important de mentionner dans ce contexte-là, c'est que entre le 1er et le 20 septembre 1968, eut lieu l'exposition intitulée Diagnose, qui était conçue par des étudiants radicaux comme un contre-événement critique des Berliner Bauwochen, les semaines d'architecture berlinois, qui étaient organisées justement par les institutions officielles et le gouvernement. Plutôt que de faire l'éloge des nouvelles formes architecturales, cette contre-exposition critiqua l'imbrication de l'architecture dans le système capitaliste. Elle questionna les moyens d'action de l'architecte. L'intitulé de cette contre-exposition était, et là c'est assez drôle, un assassinat public de la ville, une pièce de théâtre sans entracte qui est parfois lent et parfois hectique, présentée sur la scène étrange qu'est Berlin, sa propriété immobilière et sa construction. Et selon le motto, et là c'est un motto rimé en allemand, sei schlau, verdien am Bau, c'est-à-dire quelque chose comme sois futé, gagne de l'argent sur la construction immobilière. Ainsi, cette contre-exposition intitulée Diagnose aborda les thèmes comme par exemple la spéculation avec l'immobilier, le lien entre le logement et la valeur monétaire, ou la monotonie et les défaillances des logements sociaux de l'époque. Les architectes de gauche cherchaient à se distancier des projets tels que Märkisches Viertel, un ensemble urbain basé sur des prototypes préfabriqués construits de 1963 à 1974, qui, à l'époque de la construction, manquaient des aménagements sociaux de base, c'est-à-dire les crèches, des écoles, des centres culturels et l'accès au transport public. Donc, nous avons, d'une certaine manière, ici aussi, quand on parle des ressemblances, quelque chose qui peut nous rappeler justement la critique des grands ensembles qui se passent autour de ce moment-là en France. Selon les étudiants radicaux, l'objectif caché était plutôt d'isoler les classes sociaux défavorisées dans une banlieue lointaine. Beaucoup ont vu le développement du Märkisches Viertel comme symbole d'une approche bureaucratique. Les appartements dans cet ensemble urbain étaient en fait destinés aux habitants de Kreuzberg, qui à l'époque, il faut le rappeler, était un quartier très très populaire situé en marge de Berlin de l'Ouest. Et donc les habitants de Kreuzberg devaient être délogés, et leurs vieux bâtiments à Kreuzberg avec des cours intérieurs devaient être démolis. C'est ça le plan. Et justement, entre les étudiants radicaux ont en grande partie vu cette proposition comme une sorte d'hybris de l'État social. L'État social qui, en tant que tel, était pour eux plutôt asservi aux intérêts du capitalisme et de la classe dominante, et dont la politique sociale ne visait pas réellement à changer la situation, mais à maintenir le status quo, à contrôler la population. Donc cette contre-exposition chercha à analyser les logements sociaux et par la critique justement des ensembles urbains, de trouver de meilleurs modèles du logement pour le plus grand nombre. Elle situa cette analyse dans le contexte, disons, du marxisme-léninisme, les écrits de Engels. Elle chercha à unir les architectes, les sociologues et les économistes autour du même questionnement. Le travail sur cette contre-exposition mena à la constitution d'un soi-disant groupe intitulé Action 507, qui unissait justement les étudiants d'architecture, les architectes, les assistants de recherche, et dont l'objectif visait à dénoncer l'asservissement capitaliste de l'architecture. Encore une fois, ce groupe était constitué à l'occasion de cet événement qui était Berliner Bauwochen, et là c'est assez drôle parce que en fait, il s'agissait initialement d'un projet des organisateurs des Berliner Bauwochen d'inclure la jeune génération des étudiants d'architecture dans le programme. Or, ces jeunes architectes, ces jeunes étudiants d'architecture se sont révoltés. Donc, il y avait une sorte de petit concours qui a choisi à peu près une centaine de jeunes architectes qui devaient justement présenter leur projet au Berliner Bauwochen. Or, comme les étudiants se sont révoltés, en fait, ils ont fait scission de cet événement officiel et ils ont utilisé la publicité impliquée par cet événement pour une action subversive et ils se sont donné ce nom Action 507. Le numéro 507, dans ce cas-là, était en fait le numéro de la salle dans laquelle le groupe se réunissait. Donc, à la place de montrer des projets et des dessins, le groupe décida de dénoncer l'état de l'architecture
et de l'urbanisme en tant que tel. Et je vous cite, je vous mentionne là un extrait du manifeste de groupe, qui est un peu ma mauvaise traduction d'allemand, qui dit, je cite, l'action 507 réunit ceux qui, à la place d'une présentation de soi, s'intéressent à l'analyse critique de la construction immobilière et qui considèrent les conditions de travail de Berlin de l'Ouest comme importantes. Fin de citation. Donc, le groupe publia un manifeste de la diagnose, un long document de plus de 100 pages, qui critiquait la situation de l'architecture du point de vue social. Je sais pas si non, pas ici. Ce document dénonçait également la notion de l'architecte en tant qu'artiste, la séparation de l'architecte de la situation réelle et des conditions existantes. Le document demandait justement si l'architecte devrait être plutôt un architecte, et aujourd'hui plutôt un architecte artiste ou une forme de technocrate. Il constatait aussi que l'architecture était impuissante face à cette nouvelle situation et que l'architecture en fait compense son impuissance par une sorte de court-circuit esthétique. Par une sorte de proposition de la satisfaction de l'habitant suite à l'intégralité de l'œuvre artistique, était pour ces gens-là justement une sorte de substitut du conflit. Donc, il disait par exemple que la conception de l'œuvre architecturale comme une forme de Gesamtkunstwerk avait un pouvoir d'annihilation. Il s'agissait, je cite, d'une harmonisation des conditions sociales à travers l'esthétique qui devient un équipement idéologique d'une société remplie de contradictions. L'esthétique se dégrade en un substitut pervers de la satisfaction des besoins. Comme les intérêts et le salaire des architectes dépendent des bâtisseurs, l'œuvre architecturale conçue comme un but en soi se révèle d'être une simple marchandise. Donc, pour ces jeunes architectes et étudiants d'architecture qui, parfois, ce qu'on voit dans les archives, ont fait raviver les célèbres slogans d'Hannes Meyer du genre « Toutes les choses au monde sont le résultat de la fonction fois économie », l'élaboration artistique de l'œuvre architecturale n'était qu'un élément antidialectique par excellence. C'était un faux substitut servant à cacher la nature substantiellement conflictuelle de l'architecture et de l'urbanisme dans le système capitaliste. Dans la société capitaliste, le design, la belle forme, est nécessairement asservi par la valeur marchande des commodités. Elle sert comme un outil suscitant le désir de l'objet et encourageant la consommation. Il suffit là de regarder l'introduction de ce manifeste pour voir quelles étaient en effet les revendications des jeunes architectes radicaux. Le document commence par une critique de la situation. Il dit, je cite, « Les partis gouvernants ont déclassé la ville selon leurs intérêts et l'ont transformée en immense objet d'extraction de profit. » Et le groupe demande, et là je vous donne, par exemple, je mentionne quelques revendications. Donc il demande établissement d'une opinion publique illuminée et critique. Seconde revendication, la participation de ceux dont il s'agit au processus de décision et de la planification. C'est-à-dire nous avons ici encore une fois la revendication à ce que ceux en fait pour qui on construit participent réellement au projet d'élaboration d'une œuvre architecturale. La réduction de l'urbanisme à la coordination, contrôle ou comptabilité, donc comme dans le contexte français, la critique de la notion de l'urbanisme en tant que tel. Abolition des départements des dessins dans les sociétés des promoteurs immobiliers. Et finalement, la socialisation de la terre, disons le rejet entier de la valorisation marchande de l'immobilier, du terrain dans le système capitaliste. Je propose d'inscrire ce geste des jeunes architectes et étudiants d'architecture allemands dans le contexte de la critique de l'objet architectural. La critique de l'objet architectural, comme nous avons vu, elle apparaît notamment dans le contexte français et il s'agit d'une sorte de dénonciation de la commodification de l'architecture. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, et ça relie peut-être la situation à Berlin avec le contexte français, l'architecture devait être en fait autre chose qu'un simple design des objets.
Dans le contexte français, nous trouvons cette notion d'abolition de l'objet, notamment autour de la revue Melpomène, sur les pages de l'Utopie ou dans le livre de Jean Baudrillard, Le système des objets. Donc nous sommes là dans un moment d'une crise majeure de l'objet architectural, où beaucoup pensent que les seuls architectes raisonnables sont en fait ceux qui ne pratiquent pas leur métier au sens strict, car bâtir, ça serait déjà de se soumettre au pouvoir dominant. Ainsi, les architectes, d'une certaine manière, suivent le point de vue de Engels, qui, dans la question du logement, disait qu'il n'y a aucune métropole ouvrière, il peut y avoir uniquement une critique ouvrière de la métropole. Donc ce qu'on trouve ici, et ce qui relie la situation allemande au contexte français, c'est une redéfinition de l'architecture, non pas comme une création affirmative des objets architecturaux ou une élaboration des dessins, mais comme une critique directe de la situation dans le domaine bâti. Plutôt que de proposer leurs propres projets comme les Berliner Bauwochen les demandaient, les jeunes architectes ont suivi une étrange dialectique hegelienne en dénonçant l'état de l'architecture en tant que telle. Et ça nous relie peut-être à la notion de la critique architecturale présente aussi chez Tafuri. Mais la question que nous devons poser, et là je voudrais rappeler Manfredo Tafuri, c'est précisément la question jusqu'à quel point cette sorte de rejet de la création architecturale ou la dissolution de l'objet architectural est une sorte d'inscription de l'architecture dans un processus social ou économique plus large, était-elle subversif par rapport au capitalisme dominant? Nous savons déjà, par exemple, que Manfredo Tafuri, dans son célèbre article de 1968-69, vers une critique de l'idéologie de l'architecture, décrivit la dissolution de l'objet comme un symptôme du capitalisme avancé. Je cite là Tafuri, qui dit que face à la technologie de production modernisée et l'expansion de la rationalisation du marché, l'architecte en tant que créateur des objets devient une figure incongrue. Il ne s'agit plus de donner forme à un seul élément du tissu urbain, ni même au simple prototype. Dès que l'unité du cycle de production était identifiée dans la ville, la seule tâche de l'architecte est d'organiser ce cycle. En effet, selon Tafuri, la dissolution de l'objet est un signe caractéristique du capitalisme avancé qui transforme l'architecture en une forme d'organisation sociale. Et le rôle de la critique d'architecture, c'était de rester précisément une critique de l'idéologie qui dénoncerait tout semblant de rédemption des contradictions de l'architecture dans le système capitalisme, dans une sorte de forme, disons, objectuelle de l'architecture. Donc, la question, c'est, est-ce que les jeunes architectes ont-ils réellement, disons, contesté le système capitaliste ou est-ce que l'outil méthodologique qu'ils ont utilisé pour contester le capitalisme était-il, disons, réellement subversif ou ont-ils plutôt suivi les évolutions du capitalisme lui-même? Jusqu'à quel point peut-on interpréter cette désobjectification de l'architecture comme une tentative subversive? Ou, encore une fois, s'agit-il plutôt d'une étrange logique hegelienne qui cherche à dépasser des contradictions du capitalisme avancé en poursuivant sa logique jusqu'au bout? Voici une question qui est une question que je me pose beaucoup en regardant ces archives et à laquelle je n'ai pas une réponse facile, toute prête à donner. Mais le fait est néanmoins que les jeunes architectes et les étudiants d'architecture ont dénoncé le système capitaliste de la propriété immobilière en demandant par exemple la collectivisation de la terre et ils demandèrent aussi la participation de l'habitant à la conception de son habitat, son inclusion dans le procès de la conception architecturale. Donc, en d'autres mots, on pourrait dire que les jeunes architectes ont demandé à ce que le logement devienne un droit et non pas une marchandise. Ils ont réclamé la décommodification radicale de l'architecture, ce qui en soi, je pense, était déjà un geste radical à l'époque. Le deuxième aspect de l'effet de 1968 qu'on peut trouver dans les débats autour de l'Université technique de Berlin était la transformation radicale du système de l'enseignement architectural et de la critique d'architecture. Il faut mentionner dans ce contexte-là que le moment de 1968 correspond aussi à la construction d'un nouvel bâtiment de la faculté de l'architecture dont le projet était conçu par Bernhard Ermkes et Hans Scharoun. Ce bâtiment, situé à Ernst-Reuter-Platz, était construit de 1963 à 1968
Et pour beaucoup des étudiants radicaux, il symbolisa toutes les erreurs de la définition de l'architecture de l'époque. Le nouveau bâtiment de l'école de l'architecture est ainsi devenu une sorte de matérialisation de l'hiérarchie sociale que les étudiants tâchaient d'abolir. C'est pour cela que de nombreux rapports qu'on peut trouver dans les archives de l'université mentionnent par exemple la destruction permanente des vitres de ces immeubles ou des occupations justement de ces immeubles, des soi-disant go-in de l'immeuble par des étudiants qui parfois étaient même accompagnés par des cocktails Molotov. Donc, qu'ont reproché des étudiants à ces d'architecture? Un résumé de la situation publié par un collectif étudiant que j'ai trouvé qui date des années 70 et que j'ai trouvé dans les archives mentionne la critique suivante. La beauté extérieure, l'ordre et la propreté du bâtiment cachent des conditions chaotiques à l'intérieur. Après plusieurs reconstructions causées par la transformation de l'enseignement architectural, le débat porte sur la taille des salles dans l'immeuble qui était déterminée non par la fonctionnalité du travail, mais par le statut social de ses usagers. Aujourd'hui, les bureaux des professeurs se trouvent dans les salles au coin de l'immeuble, comme ce qui était prévu à l'origine. Mais au moment de la réforme des programmes d'études, ces salles n'avaient pas la même fonction. On a prévu qu'ils allaient devenir des salles pour des séminaires ou pour des assistants de recherche. Et cet article critique justement la manière dont les salles à l'angle de l'immeuble étaient restituées comme bureaux des professeurs. Comparés à la plupart des espaces dans l'immeuble, ces bureaux à taille immense étaient vus comme un symbole de hiérarchie sociale. Vous voyez d'ailleurs ici même comment ils mentionnent les noms des professeurs qui occupent justement ces bureaux. Tandis que l'immeuble, on reprochait à l'immeuble justement qu'il manquait des espaces qui auraient permis aux étudiants de travailler ensemble en petits groupes sur des projets. Les plus grands espaces étaient, en tout cas selon la critique des étudiants, des bureaux des professeurs et ils étaient inutilement trop grands. Donc leurs bureaux immenses ont symbolisé un renforcement des positions de pouvoir des professeurs titulaires et pour beaucoup des étudiants, ils constituaient une sorte de réaction par rapport à des revendications de 1968. Cet article que je mentionne ici, il continue justement par se plaindre aussi d'un manque d'espace de sociabilité pour les étudiants et ils ont une sorte de fermeture de l'immeuble sur soi. Selon l'article, l'étudiant ne pouvait prendre qu'un petit déjeuner étroit entre les appareils de travail. Et la publication contient aussi de nombreuses déclarations de solidarité avec des employés de la cantine et des femmes de ménage, en constatant que dans cet ordre architectural, je cite, « Les femmes de la cantine travaillent dans des conditions de travail sordides en sous-sol ». Ce qui est drôle aussi, c'est que cet article, il critique beaucoup la notion du soi-disant local technique, et il dit que déjà la manière de désigner des locaux techniques comme Betriebs- und Nebensräume, ce qui est quelque chose, je ne sais pas, chambre de service ou chambre secondaire, est une sorte d'affirmation des hiérarchies sociales. Donc, en fait, tout ça, c'est assez drôle puisque nous voyons encore une fois comment la forme architecturale en tant que telle était liée à disons, sa fonctionnalité sociale. Je pense que nous avons ici, dans le cas des années du 68, vraiment une sorte de retour de la notion de convenance architecturale dans un contexte complètement déplacé. Donc, disons que ce que voulaient les étudiants, c'est que plutôt que de suivre le cours des événements, ou ce que critiquaient les étudiants, c'était précisément c'est que plutôt que de suivre le cours des événements de 68, l'architecture du nouvel bâtiment de la faculté d'architecture cherchait à affirmer d'anciennes hiérarchies sociales. Un autre tract que j'ai trouvé dans les archives de l'université technique mentionne par exemple ceci, et je cite, « Pour qu'on puisse créer une structure universitaire démocratique dans le sens d'un savoir critique, il faut aussi créer des bâtiments universitaires qui rendent possible la création d'un savoir émancipatoire et collectif. » Et ce tract finit par cette exclamation que vous voyez ici.
c'est quelque chose comme planifier votre future Université vous-même. Plant eure zukünftige Universität selbst. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que de même que les ouvriers devaient se saisir ou devraient se saisir de ces moyens de production, les étudiants cherchaient à se saisir des moyens de production du savoir architectural qu'est la structure même de la faculté de l'architecture et justement la division de l'espace que cette structure implique. Enfin, le troisième est un des plus importants volets de l'effet de 1968. Et là, encore une fois, parce que vu que j'ai que 25 minutes, il ne s'agit que d'une esquisse de toutes ces discussions autour de l'université technique. C'est une sorte de transformation radicale de l'enseignement architectural. Donc déjà, un semestre d'hiver, 67-68, et ensuite un été 1968, fonctionna un cercle de recherche intitulé Architecture et Société, Architektur und Gesellschaft, à l'Université critique de Berlin, qui était, comme vous le savez, peut-être une sorte de contre-université fondée par les étudiants de la Freie Universität en 1967. Ce cercle se réunissait une fois par semaine et il discutait de la réforme de l'enseignement architectural, le rôle de la technologie, de la cybernétique, et il chercha à concevoir l'architecture comme inscrite dans un procès social plus large. Entre autres, d'ailleurs, Nikolaus Kühnert, qui est, je crois, toujours le rédacteur en chef de la revue allemande Arch Plus, était impliqué dans ce cercle-là. À l'occasion disons que ce groupe Architecture et Société a publié le soi-disant Planer Flugschrift, une sorte de publication qui contenait une liste des revendications pour la transformation radicale de l'enseignement d'architecture. Entre ces revendications, on peut trouver par exemple la revendication de plus d'autonomie pour les étudiants, l'abolition des programmes d'études fixes qui prescrivent exactement quels cours vous devez prendre, etc., une organisation plus démocratique des départements, l'interdisciplinarité et le lien étroit entre la théorie et la pratique, ainsi que le travail collectif qui devait remplacer un système basé sur l'individualisme et la concurrence. On parle dans ce sens-là beaucoup d'une soi-disant Projektstudium, c'est-à-dire que les étudiants, à la place, disons, de suivre des cours magistraux ou élaborer des dessins, en fait, ils doivent eux-mêmes s'impliquer dans des projets qui ont une sorte d'utilité sociale concrète. Et il faut dire aussi que ce document, en 1972, est finalement devenu une des sources d'inspiration de la nouvelle organisation d'études à l'Université technique de Berlin. Deuxième enseignement que je peux mentionner dans ce contexte-là, ce sont les soi-disant coop séminaires ou des séminaires de coopération qui étaient créés en semestre d'hiver 68-69. Et il s'agissait dans ce cas-là des séminaires qui étaient organisés par les étudiants eux-mêmes et qui étaient basés sur un travail de projet ou ce Projektstudium que j'ai mentionné, qui signifiait que l'étudiant, disons, à la place de faire des dessins, travaillait sur un projet souvent en dehors de l'université. Oui, je suis presque à la fin. Donc, ces projets étaient souvent des projets militants visant à directement contester l'organisation capitaliste de l'espace et le status quo. Donc, à part de ces coop séminaires pour des étudiants plus avancés, il y avait encore des séminaires sur Jugendstrafanstalt, la prison pour les jeunes, ou Jugendfreizeit, le temps libre des jeunes, qui étaient ouverts à tout le monde. Le syllabus ou la documentation liée à ce séminaire, elle n'est pas toujours disponible, donc on ne peut pas connaître l'exact contenu de l'enseignement. En fin de compte, il s'agit d'un travail de recherche que je suis en train de faire. Mais certains tracts ou rapports qu'on trouve dans les archives donnent des indications sur le contenu de ces séminaires. Par exemple, un des rapports mentionne que le but du séminaire intitulé « Le temps libre des jeunes » était d'analyser la situation des habitants dans le plus grand ghetto de Berlin, le Märkisches Viertel, dont le but ultime était de susciter
une conscience politique de la population dans ce quartier, notamment des jeunes. Le document mentionne également l'organisation des manifestations et des sit-ins, et il dit qu'une des activités principales était la lutte pour la préservation et l'ouverture de l'unique maison de jeunesse à Märkisches Viertel. Un autre document dans les archives mentionne que le motto du séminaire intitulé « Prison des jeunes » était « thérapie et non pas la punition », et que le séminaire visait surtout à critiquer l'incarcération des jeunes. Alors pour conclure, je vais mentionner encore un tract du 3 décembre 1968 qui décrit la création de ces coopérations séminaires. Je vous lis le début de ce tract car elle témoigne assez bien, à mon avis, de l'esprit dans lequel ces séminaires étaient menés. Donc je cite, « Nous, les étudiants d'architecture, avons reconnu que l'architecture qui est actuellement dominante et possible n'est qu'une forme matérielle et physique d'un maintien de la domination. Nous réclamons que des personnes concernées participent à la création des programmes de construction et remplacent ceux qui conçoivent l'urbanisme comme une forme de domination. Aujourd'hui, la figure de l'architecte-artiste qui ne s'intéresse pas aux questions sociales complémente une réduction de l'architecture à la technologie qui n'est qu'un retour vers des utopies qu'on peut difficilement réaliser. À la place de cela, nous demandons la collaboration avec la population, la création des groupes de base dans des quartiers différents. Nous voulons joindre une analyse des nouveaux ensembles urbains et des démolitions à la formulation d'une nouvelle architecture qui serait le moyen d'une éducation populaire, ou là c'est le mot Aufklärung, et le moyen d'émancipation. Et justement, cet objectif qui est mentionné ici était matérialisé dans la création de ce qu'on appelait les groupes de base, des Basisgruppen, qui était une tentative de Helga et Roland Fassbinder. Et dans ce cas-là, nous avons des étudiants qui, en fait, se déplacent dans des quartiers populaires de Kreuzberg, qui louent des boutiques vides à Oranienstraße, et ils font une sorte de recherche de terrain dont l'objectif est précisément de susciter une conscience politique de la population locale. Le groupe s'opposait vigoureusement à l'assainissement des quartiers populaires, et ils ont même publié une brochure qui était intitulée « Assainissement pour qui ?» Sanierung für wen, cherchant à dénoncer justement les projets officiels de la démolition de ces quartiers. Donc, ils ont étudié la politique de ces quartiers et ils ont plaidé pour la rénovation des quartiers ouvriers plutôt que pour leur démolition. Et il faut dire que justement dans ce contexte-là, parfois les étudiants se plaignent aussi que leur tentative de politiser la population locale n'avait pas beaucoup de succès parce que les gens, en fait, ils ne savaient même pas qu'il y avait ce projet d'assainissement du quartier et ils étaient assez passifs par rapport à leurs revendications. Donc, je pense que pour ce qu'on a ici, c'est vraiment une sorte de tentative de la sortie de la tour d'ivoire universitaire, une tentative d'aller vers des projets concrets dans la rue, une nouvelle conception de l'enseignement ou de savoir architectural comme une activité politique directe. Et ce qui est curieux aussi, c'est que dans ce contexte-là, par exemple, Fassbinder, parfois, elle dit que en fait, certains étudiants radicaux, en fait, ils ne voyaient pas son activité comme réellement révolutionnaire parce que pour eux, il s'agissait, avant de lutter contre l'assainissement de ces quartiers-là, il fallait plutôt faire la révolution. Et donc, nous avons là, dans les débats qui se passent dans des groupes gauchistes au sein de l'université, le retour à cette vieille question, soit l'architecture ou la révolution. Merci beaucoup.